à tous, bienvenue dans Rencontre. L'Assemblée populaire nationale de la Chine vient d'adopter la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong, ce qui suscite l'incompréhension et l'inquiétude en Occident. Londres et Washington expriment les réactions virulentes, ont rapporté les médias cette semaine. Quel est donc le contenu de cette loi? Pourquoi une loi concernant un territoire chinois provoque-t-elle une si vive émotion? Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui M. Li Xiaoping, professeur associé à la faculté de droit de Nankai, chercheur invité à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne de Paris, ainsi que M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Nous recevons d'abord M. Li. Bonjour. L'article 23 de la loi fondamentale de Hong Kong stipule qu'il appartient au gouvernement de Hong Kong d'établir une loi sur la sécurité nationale. Mais c'est finalement le gouvernement central qui a fait passer cette loi. D'après vous, cette loi est-elle anticonstitutionnelle? L'article 23 de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong prévoit que l'ARS de Hong Kong peut légiférer de façon autonome. Elle peut mettre en œuvre les dispositions légales permettant de garantir la sécurité nationale. Pour Hong Kong, il s'agit donc d'une obligation constitutionnelle ainsi que d'une responsabilité législative à remplir. Le premier article de la loi fondamentale stipule que Hong Kong est une partie inaliénable de la République populaire de Chine. L'article 12 de la loi fondamentale stipule que la région administrative spéciale de Hong Kong est une région administrative de la Chine jouissant d'une autonomie particulière, mais néanmoins placée directement sous la direction du gouvernement central. Par conséquent, la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong est basée sur la Constitution, sur la loi fondamentale, mais aussi sur le système juridique de l'Assemblée populaire nationale chargée de protéger la sécurité nationale et ses mécanismes de mise en œuvre. 23 ans après la rétrocession, Hong Kong n'a toujours pas été en mesure de légiférer de façon autonome, de remplir ses obligations constitutionnelles et législatives. Ces dernières années, tout particulièrement en 2019, il y a eu une vague d'amendements qui ont affecté la prospérité et la stabilité de la région. Cette fois, les choses se passent au niveau national. L'Assemblée populaire nationale décide et le comité permanent de l'APN légifère afin d'établir un environnement sain et un cadre juridique robuste pour la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong. Cette année, nous célébrons le 23e anniversaire de la rétrocession. C'est également le 23e anniversaire de la loi fondamentale. Mais pourquoi l'article 23 n'a-t-il jamais pu entrer en vigueur? C'est purement une coïncidence. Nous célébrons en effet cette année le 23e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong. La RAS de Hong Kong a été établie il y a 23 ans et cela fait également 23 ans que la loi fondamentale est entrée en vigueur. L'article 23 de la loi fondamentale, qui stipule que le maintien de la sécurité nationale est une responsabilité constitutionnelle ainsi qu'une obligation législative, n'a jamais pu être appliqué durant ces 23 années. Les raisons sont multiples. L'intervention de forces extérieures en est l'une des raisons majeures, conjointement avec les agissements de certaines forces internes à Hong Kong. De 2002 à 2003, le deuxième gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong, sur l'impulsion du chef de l'exécutif, M. Tong Chee-hwa, a tenté de mettre en application l'article 23 visant à protéger la sécurité nationale. Mais au bout d'un an, ces efforts ont échoué. Le 1er juillet 2003, près de 500 000 personnes ont manifesté dans les rues contre le projet de loi sur la sécurité nationale. Le gouvernement a alors retiré le projet de loi. Dans le même temps, les deux principaux soutiens à ce projet de loi, la secrétaire à la sécurité Mme Regina Ip Lo-Soo-Ki et le premier chef de l'exécutif de la RS de Hong Kong, M. Tong Chee-hwa, ont démissionné. La législation n'a pas abouti. Non seulement cela a provoqué une crise de gouvernance, mais cela a également entraîné une crise constitutionnelle. Les gouvernements qui ont suivi sont restés traumatisés par cette affaire. Pour ce qui est de l'article 23, il s'est vu infliger une sorte de stigmate et tout le monde est devenu très sensible sur cette question. Voilà pourquoi, durant 23 ans, Hong Kong a manqué à ses devoirs constitutionnels et législatifs et n'a pas été en mesure d'assurer ses responsabilités en matière de sécurité nationale.
Vous avez publié un texte intitulé «Le gouvernement de Hong Kong doit constamment mettre à jour son logiciel antivirus», dans lequel vous écrivez que la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong est le parfait antivirus. Que voulez-vous dire par là? 是的，在前一段时间呢，Oui, il y a quelque temps, lorsque l'Assemblée populaire nationale délibérait sur l'adoption d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong et ses mécanismes d'exécution, j'ai en effet rédigé plusieurs textes. L'un d'eux, qui était consacré à la nécessité pour la région de Hong Kong de mettre constamment à jour son logiciel antivirus, a été publié dans le journal Ta Kung Pao. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant que Hong Kong est retourné à la Chine, le principe constitutionnel doit désormais s'intégrer dans le système de gouvernance de la République populaire de Chine. Pour cela, il faut que les bases de la constitution juridique héritée de l'empire colonial britannique fassent leur mue pour s'adapter à la constitution de la République populaire de Chine et à la loi fondamentale de la RAS de Hong Kong. Une telle transformation des fondements constitutionnels permettrait de fournir un nouveau système d'exploitation à la région spéciale de Hong Kong. Mais ce système d'exploitation a besoin d'un antivirus pour assurer sa protection et lutter contre les hackers, afin que les actions hostiles à la sécurité nationale de Hong Kong puissent être stoppées et punies légalement. Mais la loi actuelle de Hong Kong ne le permet pas. L'article 23 devait donner à Hong Kong la capacité de légiférer de façon autonome et aussi permettre de combler les failles juridiques. Mais cet objectif n'a jamais pu être atteint. La promulgation de cette loi sur la sécurité nationale dote désormais Hong Kong d'un antivirus. Combiné avec le système d'exploitation déjà existant, il va permettre à Hong Kong de se remettre sur les rails. C'est une loi promulguée au niveau national conforme aux normes du pays. Dans l'avenir, Hong Kong va pouvoir légiférer de manière autonome et remplir enfin ses obligations constitutionnelles et législatives. La région va pouvoir utiliser son propre antivirus fait maison. Ces deux antivirus seront compatibles mutuellement et vont former une sorte de double protection afin de protéger la sécurité nationale aussi bien sur le plan légal qu'exécutif. 形成一个双层的立体的维护香港特别行政区国家安全的法律制度和执行机制。 Dans la façon dont elle a été rédigée et dont elle va être mise en vigueur, certains estiment que la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong constitue une violation du principe un pays, deux systèmes. Quelle est votre analyse? 当然不是了啊，因为 Bien sûr que ce n'est pas le cas. La mise en pratique de la doctrine un pays, deux systèmes est basée sur un concept très créatif, mais il a besoin d'être recalibré régulièrement. N'oubliez pas que c'est un système unique dans le monde. La doctrine est basée sur l'unité de la nation, mais elle doit faire fonctionner en harmonie deux systèmes différents. La promulgation de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a justement pour but de faciliter la bonne coordination et la cohabitation harmonieuse de ces deux systèmes sous la tutelle d'un seul pays. 创造性的实践。 Certains prétendent que la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong viole les principes de la déclaration conjointe sino-britannique. Pour eux, quelles sont les infractions? 中英联合声明啊，是在1984年。 La déclaration conjointe sino-britannique est un document juridique signé par la Chine et le Royaume-Uni qui entérine le transfert de souveraineté de Hong Kong. De 1984 à 1990, le processus d'élaboration de la loi fondamentale a permis d'intégrer les principaux articles issus de la déclaration conjointe sino-britannique. Le 1er juillet 1997, le jour de la rétrocession de Hong Kong, nous sommes entrés dans la phase d'intégration de la région au système de gouvernance de la Chine. Cela a entamé le processus d'administration de la région par la Chine, qui ne pouvait se fonder que sur les bases de la Constitution de la République populaire de Chine et de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong. Un document international, comme la déclaration conjointe sino-britannique, ne peut en aucun cas servir de source juridique efficace pour administrer la RAS de Hong Kong. 有效的法源。 Merci Monsieur Li, merci pour vos commentaires. Et nous recevons maintenant un autre invité, Monsieur Ding Yifan. Bonjour. Bonjour. Depuis l'été de 2019, les troubles à Hong Kong n'ont cessé de s'intensifier. Ces troubles menacent l'unité nationale de la Chine. Et la mise en place d'une législation pour assurer la sécurité nationale devenait urgente. Vous pensez que la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong va-t-elle marquer un tournant qui permettra de mettre fin aux troubles à Hong Kong? Eh bien, en tout cas, nous avons maintenant un texte juridique
qui permet aux autorités de Hong Kong d'intervenir au nom de la sécurité nationale. Parce que si on regarde, par exemple, les actes de violence, des sabotages, etc., à Hong Kong depuis l'année dernière, beaucoup ont été menés au nom de l'indépendance. C'est-à-dire que le séparatisme est devenu un slogan pour mener des actes de violence, de terrorisme en fait, en quelque sorte, à Hong Kong. Donc, comme Hong Kong est un territoire de Chine, le gouvernement central de Chine ne peut pas permettre à un territoire de Chine de devenir une espèce de base de sabotage et de subversion du pouvoir en Chine. C'est pour ça que cette loi de sauvegarde de la sécurité nationale pourra permettre à Hong Kong, aux autorités de Hong Kong, de mener des actions de répression, par exemple, au mouvement de sabotage, de violence, etc., au nom de cette loi, au nom de ce texte juridique. Voilà. Certains opposants ont déclaré qu'ils allaient démissionner de leur poste au sein de leur propre mouvement politique et quitter la vie politique hongkongaise. Qu'en pensez-vous? Donc cela montre que finalement, ce texte juridique a une force dissuasive, a une force de dissuasion parce que déjà, surtout, un certain nombre de leaders des mouvements séparatistes à Hong Kong commencent à penser aussi à leur retraite. Ils commencent à réaliser que finalement, non seulement les actes qu'ils avaient dirigés l'année dernière à Hong Kong ou un peu plus tôt dans les années précédentes à Hong Kong seront impossibles dans l'avenir, mais aussi ils risquent d'être pris responsables pour leurs actes antérieurs. Et dans la presse française, on peut lire des analyses de ce genre. Pékin décide donc de passer en force. Ce dispositif criminalisant l'opposition vient compléter la censure et la propagande qu'imposent désormais les autorités hongkongaises. Comment réagissez-vous à ce genre de commentaires? Parce que c'est une loi qui concerne la souveraineté nationale, qui concerne la sécurité nationale, qui n'a rien à voir avec la propagande, en fait. Parce que les autorités de Hong Kong resteraient tout à fait autonomes dans la gestion des affaires intérieures de Hong Kong. Mais seulement ces mouvements séparatistes ne vont plus exister dans l'avenir, où ces mouvements séparatistes ne pourraient plus, comme avant, mener des actes de violence, de sabotage, au nom de l'indépendance de Hong Kong. Ce n'est plus permis. Imaginez qu'en France, ou dans un endroit comme l'île de la Corse, etc., des mouvements séparatistes mènent des activités de violence, de séparation, etc., est-ce que le gouvernement français à Paris va rester continuellement les bras croisés sans rien faire? Je n'y crois pas. Parce qu'on va intervenir, la police va intervenir, la police, si la police locale de l'île de Corse n'arrive pas à réprimer ces mouvements séparatistes, eh bien Paris va envoyer des forces de la métropole pour essayer de réprimer ces mouvements séparatistes. Voilà, le texte juridique, cette fois-ci publié, va permettre à la force, à la machine étatique d'intervenir à Hong Kong au nom de la sauvegarde de la sécurité nationale. Et pour l'opposition de Hong Kong et pour plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, cette loi est une attaque contre l'autonomie et les libertés de Hong Kong. Et Washington annonce priver Hong Kong des privilèges commerciaux dont la ville bénéficiait jusque-là. Que pensez-vous de ces actes contre Beijing et de leurs méthodes? Je pense que d'abord, c'est une accusation qui ne tient pas debout, parce que qui n'a rien à voir avec l'autonomie de Hong Kong ou une administration complètement indépendante. Ça n'a rien à voir, mais je pense que les mesures de sanctions que Washington prétend de prendre dans l'avenir contre Hong Kong vont retourner contre les intérêts américains.
s'il y avait beaucoup d'entreprises américaines installées à Hong Kong et qu'il y a beaucoup d'Américains qui vivent à Hong Kong depuis longtemps, c'était parce que justement Hong Kong peut fournir beaucoup d'avantages à ces hommes d'affaires, à ces entreprises américaines. Parce que Hong Kong est une fenêtre importante pour opérer sur le marché chinois intérieur. Donc, les États-Unis ont des déficits commerciaux presque avec tout le monde, avec l'Union européenne, avec la Chine, avec le Canada, le Mexique, etc. Mais les États-Unis ont un excédent commercial avec Hong Kong. Ce n'est pas beaucoup, mais ça représente tout de même de 20 à 30 milliards de dollars par an. Donc, si les Washington va retirer le statut de zone commerciale spéciale, eh bien, je pense que les États-Unis n'auront plus d'autant d'excédent commercial tous les ans. Donc, les intérêts de l'exportation américaine seront sanctionnés par ces sanctions économiques. Ça ne peut pas apporter de bien pour les entreprises américaines. D'autant plus que lorsque les Britanniques étaient le maître de cette colonie chinoise, lorsque Hong Kong était une colonie britannique, eh bien, la police britannique exerçait le pouvoir au nom de la sécurité nationale. Seulement, à l'époque, la sécurité nationale voulait dire tout simplement il voulait empêcher, dites, la pénétration du Parti communiste à Hong Kong. Donc c'était ça. Donc les Anglais pouvaient agir au nom de la sécurité nationale britannique. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui Pékin ne puisse pas exercer son droit sur le sol chinois, sur Hong Kong, dont la souveraineté a été revenue à la Chine, transférée à la Chine par le Royaume-Uni. Voilà. Et si Washington met les sanctions contre Hong Kong, vous pensez que quelles seront les influences, d'après vous, si Washington met vraiment des sanctions contre Hong Kong? Cela dépend parce que sur le plan commercial, Hong Kong n'est plus un centre commercial international très important comme autrefois. Autrefois, Hong Kong est un centre commercial très important. Beaucoup de commerce international entre Chine et extérieur passe par Hong Kong. Donc le port de Hong Kong est un port très animé. Mais aujourd'hui, si vous comparez par exemple les activités portuaires de Hong Kong avec celles de Shenzhen, c'est vraiment le ciel et la terre. Parce que sur le port de Hong Kong, vous n'avez que quelques conteneurs. Alors que sur le port de Shenzhen, vous avez des millions et des millions de conteneurs, donc ce qui montre l'intensité du commerce extérieur de Shenzhen avec le reste du monde, non pas de Hong Kong avec le reste du monde. De ce point de vue, une sanction commerciale contre Hong Kong n'a pas beaucoup de sens. Mais nous sommes conscients que les Américains pourraient éventuellement utiliser l'arme financière et l'arme monétaire contre Hong Kong parce que Hong Kong est un système monétaire un peu particulier, ce qu'on appelle un currency boat system. Le currency boat system, c'est-à-dire que Hong Kong est une entité qui émet sa monnaie, mais qui émet sa monnaie en conformité avec la réserve de dollars qu'elle possède vis-à-vis du reste du monde. Donc, s'il y a un problème de liquidité de dollars à Hong Kong, le système monétaire de Hong Kong pourrait avoir un peu de problème. Mais là-dessus, les Américains savent que s'ils mettent vraiment des sanctions monétaires et financières contre Hong Kong, ça pourrait aussi retourner contre eux, parce que Hong Kong est le troisième marché du dollar dans le monde. Si Hong Kong est déstabilisé en tant que troisième centre commercial, centre financier
surtout de dollars en Asie, eh bien, ça va avoir des répercussions assez violentes partout dans le monde, y compris sur le marché de New York. Donc, ça pourrait aussi un acte suicidaire. On sait très bien qu'aujourd'hui, le marché américain est très fragile à cause de la pandémie, mais aussi à cause de l'éclatement de bulles aux États-Unis. Donc, cela risque de backfire, donc d'avoir un retour violent sur le marché américain si les autorités monétaires américaines osent mettre en pratique les menaces de sanctions financières. Voilà. La loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong est un droit souverain, inaliénable, sacré et inviolable, reconnu à tous les pays. Le Sénat américain a récemment approuvé un projet de loi relatif à l'autonomie de Hong Kong, prévoyant des sanctions contre des personnes, des entités financières ou toute autre entité qui, selon eux, entraverait l'autonomie de Hong Kong. Pourquoi les États-Unis continuent-ils d'agir de la sorte? En fait, parce que depuis ces dernières années, en particulier depuis l'année dernière, nous avons constaté que derrière ces mouvements séparatistes, il y a aussi une espèce de manipulation, une main noire qui manipule ces mouvements séparatistes de loin. Et c'est pour ça que les Américains sont un peu inquiétés parce que si on arrive vraiment à mettre en application cette loi de sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong, eh bien, dans l'avenir, les Américains auraient perdu leur levier de manipulation sur ces activités séparatistes à Hong Kong. Voilà. C'est pour ça qu'ils se sont inquiétés, qu'ils veulent maintenir ce lien de manipulation, en fait, entre Washington et Hong Kong. Voilà. La sauvegarde de la sécurité nationale est un droit souverain qui relève de l'autorité du gouvernement central. En fait, tous les pays du monde exercent ce droit à l'intérieur de leur territoire, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, etc. Mais pourquoi la Chine devrait-elle être un cas particulier? Oh, la Chine n'est pas un cas particulier parce que ces pays-là, ou les États-Unis ou le Canada, étaient des anciennes colonies britanniques. Donc, ils se sentent un peu concernés par le problème de sécurité nationale britannique, en fait. Parce que à Hong Kong, lorsque Hong Kong est une colonie britannique, les Britanniques exerçaient la loi de sécurité nationale au nom de l'Angleterre, au nom de l'Empire britannique. Voilà, et aujourd'hui, il semblerait que ces pays, plus ou moins alliés de l'ancien Empire britannique, soient inquiets de ce traitement ou de ce statut un peu particulier de Hong Kong qui pourrait permettre à ces forces de venir de temps en temps pour des activités de subversion. Il voulait encore profiter de ce statut pour en faire de Hong Kong une base de sabotage d'une certaine manière, mais avec l'introduction de cette loi à Hong Kong, eh bien, il sera privé de ses possibilités, de ce levier de manipulation sur ces activités séparatistes. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu affolés de cette loi, de cette promulgation, de cette loi de sauvegarde de la sécurité nationale. Voilà. Pour certains journalistes français, en adoptant cette loi, la Chine met fin aux illusions occidentales sur l'ouverture démocratique du pays, car Hong Kong a toujours été considéré comme un baromètre des relations entre la Chine et l'Occident. Que répondez-vous à cela? Hong Kong ne va pas changer son statut et son administration ordinaire. Même le parti de l'opposition pourrait exister si il n'était pas impliqué dans des actes de violence et de sabotage contre le gouvernement central.
Donc, je ne pense pas que la loi de sauvegarde de la sécurité nationale puisse intervenir ou puisse changer quoi que ce soit dans la gestion ou dans l'administration politique de Hong Kong. Et c'est toujours une exagération de dire qu'avec l'introduction d'une loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, la forme de gouvernance ou la forme de l'administration politique de Hong Kong serait complètement renversée. Je pense que c'est une exagération totale. Voilà. Et comment envisagez-vous des perspectives après l'adoption de cette loi sur le développement de Hong Kong? Je pense que après tous ces bruits qui vont durer un certain temps dans les pays occidentaux, Hong Kong va revenir un peu à la normale. La vie va revenir à la normale et vu la situation actuelle, comme Hong Kong est toujours une fenêtre de l'entrée de capital international sur le marché chinois et que après la pandémie, l'économie chinoise va continuer à se développer assez rapidement, de façon assez robuste, en comparaison avec le reste du monde. Je pense que de plus en plus de capitaux vont entrer au marché chinois via Hong Kong. Donc Hong Kong va revenir un peu à normal. Les activités économiques de Hong Kong vont revenir de façon normale. Si on regarde, par exemple, le capital de Hong Kong, il n'y a pas une fuite de capitaux énorme parce qu'il n'y a pas de contrôle de capitaux à Hong Kong, mais il n'y a pas une fuite de capitaux comme la presse occidentale avait prévu. Mais finalement, cela montre que finalement, les investisseurs internationaux ont plutôt en Hong Kong, où ils ont plutôt confiance au développement des activités économiques de Hong Kong avec le reste du monde. Et je pense que cela va continuer. Si, par exemple, les actes de violence et de sabotage étaient plus ou moins arrêtés à cause de cette introduction de cette loi de sauvegarde de la sécurité nationale, je pense que la vie à Hong Kong serait plus prospère après cet événement. Voilà. Merci, Monsieur Ding. Merci pour vos analyses. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.